Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous tenterons de comprendre quelle est l'appétence des investisseurs particuliers vis-à-vis des stratégies ISR, alors que l'on voit au niveau politique depuis plusieurs mois l'ISR malmené. Nous poserons la question à Joseph Chouefati, le cofondateur et CEO de la plateforme Goodvest. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux stratégies d'investissement des épargnants. Lorsque l'on voit de l'incertitude et de la volatilité sur les marchés financiers, nous nous demanderons comment réagir avec Benoît Lombard, le président de la maison La Place. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous reviendrons sur la plus-value du conseil lorsque l'on fait de la gestion privée, un sujet que nous évoquerons avec Vincent Martins, le DG de Wakerstone. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Les actualités qui visent l'ISR ou les stratégies ESG ne manquent pas depuis le début de l'année et c'est généralement des actualités qui montrent une volonté politique de réduire l'impact, réduire la voilure sur le sujet. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Joseph Chouefati. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Goodvest, de la plateforme Goodvest. Alors, ce que je trouve intéressant d'évoquer avec vous, c'est de regarder non pas les décisions politiques, mais la réaction des investisseurs particuliers sur les stratégies ESG. Parce qu'on l'a vu aux États-Unis, la nouvelle administration américaine ne cache pas sa volonté de réduire la voilure en matière d'investissement ESG. On a vu en Europe la Commission européenne reculer sur un certain nombre de sujets, ou en tout cas amener des discussions pour potentiellement reculer sur un certain nombre de sujets. Et puis on voit plus récemment aussi l'ISR et les stratégies ESG mises en cause parce qu'elles viendraient, selon un certain nombre d'interlocuteurs, freiner des investissements dans la défense alors que justement il y a un sujet souveraineté et potentiellement un sujet défense sur le territoire européen. Alors vous allez nous expliquer un petit peu comment vous vivez tout ça, comment vous analysez tout ça et surtout est-ce que ça traduit dans les faits une réaction des investisseurs particuliers qui eux aussi se désengageraient de ces stratégies ou pas du tout, Joseph Chouefati ? Alors, pas du tout. D'accord. Les investisseurs qui ont des convictions se tiennent à leurs convictions. Nous, on voit aucun ralentissement. Depuis l'élection de Donald Trump, on a doublé notre collecte mensuelle et notre nombre de nouveaux clients. D'accord. Donc, il n'y a pas du tout de frilosité. Il y a des questions qui se posent, mais elles ne sont pas spécifiques à l'ISR. Elles sont plutôt spécifiques à ce qui se passe effectivement outre-Atlantique avec l'arrivée de Donald Trump, qui fait peur, pas uniquement sur le climat, comme on pouvait le penser avec la sortie de l'accord de Paris, une volonté en tout cas qui est expliqué pendant les élections de sortir également de l'Inflation Reduction Act, bien sûr, la politique du drill, baby drill. Mais en réalité, en pratique, pour l'instant, il n'y a pas énormément de conséquences spécifiques à l'ISR. D'accord. Les conséquences, elles sont beaucoup plus larges. Elles sont les tarifs qui sont mis en place. Mais il n'y a pas, en tout cas, de sous-performance de l'ISR ou de crainte spécifique à l'ISR depuis l'arrivée de Donald Trump. D'accord. Alors que la sortie des accords de Paris s'est faite de manière assez radicale et brutale. Je ne sais plus si on comptait en nombre de jours ou en nombre de semaines après son investiture, mais ça a été très rapide. Ça n'a pas eu d'impact direct, même si symboliquement, c'était quand même assez fort que les États-Unis sortent des accords de Paris. Oui, alors il y a une légère baisse de valorisation de certains acteurs américains, notamment dans les énergies renouvelables, qui étaient aussi probablement survalorisés. On se rappelle que l'ISR a vraiment énormément surperformé en 2020, 2021, probablement trop. Il y a une bulle qui s'est déclenchée, notamment sur les énergies renouvelables. Si je peux donner un chiffre, les valeurs du S&P Global Clean Energy, en janvier 2021, elles se payaient 2,8 fois celles du Stoxx Global 1800. Aujourd'hui, elles se payent 0,75 fois.
D'accord. Donc elles sont devenues plutôt, on va dire, à une valorisation qui est attractive. Il y a des discounts sur ces valeurs et donc ça peut justement redevenir intéressant de s'y pencher dessus, quoi. D'accord, donc ça crée des opportunités quelque part, si je comprends bien. Complètement, ça crée des opportunités parce que les besoins restent là, l'électrification, ça reste une nécessité. Diminuer les énergies, diminuer l'empreinte carbone, ça reste important, notamment sur les marchés européens, où même si effectivement il y a quelques revirements, la direction elle reste quand même claire. Et donc il y a toujours un marché et il y a toujours des belles opportunités. Et pourtant, Joseph Choueifati, si on regarde en Europe cette fois-ci, on était en train de se doter d'une réglementation assez poussée quand même pour faciliter l'investissement, donc avec une stratégie ESG. Et puis on voit quelques revirements, notamment sur CSRD, avec la réforme Omnibus. Alors je ne sais pas si mon terme juridique est exact au niveau de la Commission européenne. On voit que là aussi, on freine un peu parce qu'on sent que c'est trop lourd à faire porter pour les entreprises, sauf que derrière, les investissements ESG ont besoin de la donnée des entreprises. Est-ce que ça remet en cause quelque part le territoire d'investissement quand on veut mettre en place des stratégies ESG ? Alors effectivement, il y a un petit allègement, mais la direction, elle reste la même. Il y avait beaucoup de choses d'un coup à supporter pour ces entreprises. On pense que c'est nécessaire, mais peut-être que c'était trop vite, trop fort, avec aussi un contexte économique qui est compliqué, beaucoup d'autres enjeux. Et donc, il y a un allègement, mais je pense que la direction, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde ce qu'on avait comme données il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est radicalement différent aujourd'hui, donc on va quand même dans la bonne direction, même si il faut pas lâcher, évidemment. D'accord, donc pour vous, ça ne change pas non plus complètement la stratégie globale. Et ça, c'est vraiment si on regarde les données que doivent reporter les entreprises, si on regarde vraiment la finance durable, pour le coup, il n'y a pas d'allègement, on continue d'aller dans la même direction. Il y a eu une réforme du label ISR qui a bien été appliquée et qui est désormais plus stricte. Il y a aussi un durcissement sur la réglementation SFDR et sur la dénomination des fonds durables, ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs particuliers parce qu'il y a moins de risques de greenwashing. Alors il y a un peu moins d'offres, mais l'offre elle est plus sérieuse. D'accord. Et donc c'est gage de crédibilité pour la finance durable. Et ce qui se passe sur la CSRD n'est pas un message de dire on va détricoter ce qu'on a fait pour le reste aussi. Non, c'est plus de dire sur la partie finance durable, c'est plutôt fait. On ne reviendra pas en arrière. Et les autorités continuent d'alerter sur les risques de greenwashing, sur la communication qui est parfois trop forte par rapport aux réels critères. Et donc là-dessus, on ne voit pas de risque du tout pour l'instant. D'accord. Alors c'est intéressant quand même ce que vous nous dites. Ça veut dire que quand on lit la presse et qu'on voit effectivement les décisions politiques ou les volontés politiques, parce que ce n'est pas toujours des décisions, on a l'impression qu'on recule sur l'ISR, mais vous, dans les chiffres de collecte, dans les chiffres d'investissement, vous voyez que les investisseurs particuliers continuent à y aller et encore plus qu'avant, si je comprends bien. Complètement. En fait, les convictions, elles restent les mêmes. Il y a certains investisseurs institutionnels qui peut-être s'engagent un petit peu moins, mais du côté des particuliers, en tout cas, la volonté, elle est toujours aussi forte et même plus importante qu'avant, probablement, parce que l'ISR est plus crédible. Il y a moins de greenwashing. Un des freins à l'ISR ces dernières années, c'était le risque de greenwashing. C'était le fait que quand j'avais un fonds labellisé ISR, je pouvais investir dans les énergies fossiles, parfois en première pondération. Et désormais, c'est plus le cas. Et donc, ça renforce la crédibilité. Qu'est-ce que je fais en 2025 quand je veux mettre en place une stratégie ESG pour tout ou partie de mes investissements, Joseph Choueifati? Alors on n'est pas dans du conseil d'achat d'actions en particulier, mais une stratégie globale patrimoniale sur le sujet. Vu que vous parlez de 2025 c'est clair, il faut diversifier. Un maximum. Il faut y aller progressivement. Accepter l'incertitude, résister à ses émotions, ne pas changer complètement de stratégie. On ne va pas réduire son profil de risque ou au contraire l'augmenter. On se tient à son horizon d'investissement qui est long terme et encore plus long terme sur l'ISR. On est sur des tendances long terme. Bien sûr. Donc on continue à investir régulièrement, on continue à diversifier et on prend du recul. Et si on a besoin de se faire conseiller, on se fait conseiller. Voilà. Et alors Goodvest a commencé sur de l'assurance vie, je crois que maintenant vous faites aussi du PER, vous faites du private equity et autres, vous avez vous-même diversifié finalement les supports. On peut aujourd'hui mettre en place des stratégies ESG en diversifiant sur tous les supports classiques qu'on entend lorsqu'on discute avec son gestionnaire de patrimoine? Complètement. En fait, aujourd'hui, sur toutes les classes d'actifs et toutes les enveloppes, on peut avoir une stratégie durable. D'accord. C'est ce qu'on fait. Et c'est important d'ailleurs de le faire dans toutes les classes d'actifs parce que toutes les classes d'actifs ont besoin de transitionner. D'ailleurs, je rappelle que je parle de stratégie ESG. Chez Goodvest, vous mettez en place des stratégies en lien avec les accords de Paris, qui est plus fort quelque part qu'une simple stratégie ESG. Effectivement, nous, on a plutôt un prisme climat
environnement, biodiversité. Et aujourd'hui, l'intégralité des secteurs ont besoin de transitionner. Le secteur de l'immobilier, on sait que c'est le deuxième secteur qui émet le plus de CO2 en France, hein, donc c'est important de le faire transitionner également. On a besoin de beaucoup investir pour rénover les passoires thermiques et construire. On a aussi besoin de logements qui vont être classés A, B ou C en termes de DPE. Le private equity, c'est important également. Il faut derrière de la liquidité, donc il faut aussi investir de manière durable sur les marchés secondaires. Et donc l'ensemble des secteurs et des classes d'actifs offrent aujourd'hui des solutions d'investissement réellement responsables. Et la réglementation a permis effectivement de limiter les risques de greenwashing là-dessus. Et quand on a une stratégie climat, on peut trouver, je reviens sur ma question, sur chacune de ces classes d'actifs, une stratégie et un panel d'investissement suffisamment large pour mettre en place cette stratégie. Exactement. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Il faut être sur différentes classes d'actifs, surtout en ce moment. Avoir une stratégie 100% action actuellement, c'est pas adapté à tout le monde, loin de là. Et donc, c'est important de diversifier. Et on voit que justement, ces classes d'actifs comme l'immobilier ou le private equity sont moins volatiles dans ces périodes-là. Et même si elles ne sont pas forcément moins risquées, c'est important de diversifier. C'est comme ça qu'on diminue le risque. Merci beaucoup Joseph Chouefati de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Goodvest. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine avec une thématique: comment réagir face à l'incertitude et à la volatilité sur les marchés financiers lorsque l'on fait de la gestion de patrimoine et lorsque l'on est investi, pas forcément en actions, mais investi en tout cas dans la manière de gérer son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le président de Maison Laplace. Et alors, si on se pose cette question, c'est parce qu'on a vécu une séquence sur les marchés financiers ces derniers jours qui peut créer un petit peu d'inquiétude quand même chez les investisseurs. On a vu un président américain décider de droits de douane sans potentiellement que son représentant au commerce soit totalement au courant de la stratégie. On l'a vu faire machine arrière ou en tout cas marquer une pause pour un certain nombre de pays hors Chine. Et on a vu évidemment des marchés financiers réagir de manière très marquée. Quand on est investi, que ce soit en actions, en produits structurés, en private equity également, quand on a une vision long terme sur son patrimoine, on sait qu'on ne doit pas céder finalement au court terme. Et pour autant, quand on a des mouvements aussi marqués, on se pose quand même des questions sur la manière dont son patrimoine va réagir à tout le mandat de Donald Trump, quelque part. Benoît Lombard, comment est-ce qu'on réagit à ce retour de la volatilité, mais surtout de l'incertitude et de l'impact du politique sur les marchés financiers? Mais vous avez parfaitement résumé. En réalité, dans ces climats anxiogènes, et si jamais on devait gérer son patrimoine comme M. Trump gère ses annonces, on changerait d'allocation trop rapidement. Bien sûr. Donc il y a deux principes de base. Le premier, c'est qu'il faut qu'on garde son cap. Si on a une diversification qui est bien pensée, si on a un horizon de placement qui est bien pensé, comment, dans ces sphères, dans ces univers, horizon de placement et diversification, on doit prendre en considération les données macroéconomiques qui ont des incidences sur les marchés. Ça, c'est le premier des principes. Puis le deuxième des principes, c'est que lorsqu'il y a des crises, et Dieu sait qu'on en connaît, moi depuis 1987, je n'ai vu que des crises, on a appris. Et on a appris que lorsqu'il y avait ces crises-là, il y avait des opportunités. D'accord. Et qu'il faut savoir saisir ces opportunités dans le cadre de l'horizon de gestion et de l'appétence au risque et de la stratégie de diversification que l'on a. On revient au premier principe. Donc si jamais on a ces deux principes bien ancrés et qui nous permettent de nous positionner tel qu'on doit se positionner et non pas tous les jours lorsque la cloche sonne sur le Nasdaq, parce que ça n'a pas de sens. Donc, qu'on prend un peu de recul, on arrive à construire une allocation et d'aller chercher des opportunités d'achat. Mais est-ce que c'est possible d'aller chercher des opportunités quand on voit que tout va aussi vite avec l'annonce du politique qui a une incidence directement sur les marchés financiers, à la baisse comme à la hausse 2 jours après? Alors, on peut... Il y a Trump, mais il n'y a pas que Trump. Oui, bien sûr. Rappelons aussi que, indépendamment des droits de douane qui sont à l'origine de cette volatilité accrue sur les marchés, il y avait aussi la défense européenne. Et on a vu qu'il y a un plan européen de défense de 800 milliards, on est informé. Et donc, ça a une incidence aussi sur d'autres éléments que le marché des actions, le marché des obligations, bien sûr, par exemple. Lorsqu'on a une stratégie, vous parliez de private equity, de produits structurés, on peut en reparler, d'actions, mais d'obligations aussi. Et sur le marché obligataire, il y a des opportunités pour peu que,
Rappelons-nous que la BCE a baissé ses taux, qu'on est à 2,5, que le monétaire rémunère plus, que le monétaire protège de l'inflation qui reste jugulée grâce aux politiques des banques centrales, mais que, pour autant, sur le marché obligataire, on a eu un peu de soubresaut. Si on a une duration, je regardais sur le marché high yield, pas obligé d'aller sur le marché high yield, mais sur le marché qui est plus volatile que les investment grade. Sur une duration de 2,5, on a perdu 120 points de base. D'accord. Que le rendement au pire, sur 2 ans et demi, sur un portefeuille obligataire bien constitué, on est passé de 5 à 6%. D'accord. C'est-à-dire que j'ai dû 6% par an pendant 2 ans et demi. Là, il y a peut-être une opportunité à faire et on sort. Si on veut aller du marché, sur du high yield, bien sûr. Si on veut, sur du high yield. Si on veut aller sur de l'investment grade, on va descendre de 100 à 150 points de base, donc de rémunération, mais qui demeure toujours, y compris sur l'investment grade, y compris sur des durations de 2-3 ans, à 150 points de base au-delà du monétaire. D'accord. Alors même que l'on sait que théoriquement, on devrait toujours avoir des banques centrales, notamment la BCE, parce que la Fed n'a pas baissé ses taux, on le rappelle, il y a quand même une grosse différence entre le marché américain et le marché français. Donc on devrait encore avoir une baisse des taux directeurs de la Banque centrale. Donc on voit que sur l'obligataire, il y a un peu d'intérêt. J'ai repris aussi sur le marché vous nous dites que sur l'obligataire, il y a des opportunités en ce moment. Bénéficier finalement de la situation actuelle. Mais bien sûr, donc on a vu qu'il y a des spreads qui se sont passés, on a vu les taux longs l'OAT français, oui, bien sûr, à 3,5 qui sont descendus. Donc on a créé, nous, le groupe Cristal, La Place, Zénith, a créé un produit structuré où on joue la différence de taux entre les taux longs 10 ans et les taux courts. D'accord. Voilà une opportunité où on a un compte de risque qui est relativement sympathique avec des coupons qui ne sont pas désagréables. Donc il y a des opportunités dans ce marché volatile, sur les actions, on va en reparler, mais sur les obligations, sur les produits structurés, et puis sur les actions aussi. Quand on est investi depuis plusieurs années, qu'on a une stratégie et qu'on est allé sur des grandes entreprises, sur des small et mid, sur les entreprises de la tech parce qu'il fallait y aller il y a 2 ans, est-ce qu'on n'a pas une inquiétude à l'heure actuelle de voir un certain nombre de rendements partir en fumée ces prochains mois? On va reprendre un peu de recul. Parce que moi j'aime bien, je m'amuse toujours avec vos collègues journalistes. Je dis qu'est-ce que ça fait sur un an? Ah ben j'ai regardé moi sur un an ce que ça a fait. Donc c'est toujours marrant parce qu'on a le prisme du quotidien. Bien sûr. Et la cotation continue, eh bien nous fait enlever, et ça la finance comportementale peut nous aider, le biais cognitif qui nous porte à avoir des jugements erronés. D'accord. Eh bien il faut les éliminer. Donc il faut garder la tête froide et regarder sur un an. On regarde sur un an. Donc n'oublions pas que l'année dernière le Nasdaq avait pris 22-23%. Oui, quelque chose dans ces eaux-là, oui, bien sûr. Ouais. Eh bien, sur un an glissant, à hier, alors on va regarder la date, au 14 avril, eh bien, on avait un Nasdaq qui a cru de 4,5%. D'accord, par rapport au 14 avril 2024. Exactement. Sur un mois, on a perdu 4,5%. D'accord, ok. Donc on prend, parce que bien évidemment, on a eu l'effet Trump, dès l'instant où il nous a agité son espèce de carton où il nous listait tous les pays qui étaient sanctionnés. C'était assez, du reste, folklorique. Oui, bien sûr, oui, complètement, on peut le dire. On n'avait pas l'habitude ces dernières années. Bon. Eh bien, depuis, il s'est quand même passé des choses. Donc, le Nasdaq, il a gagné 4,5 sur an. Mais on avait des PER qui étaient beaucoup trop élevés. On est passé de plus de 40 sur le Nasdaq, j'ai vérifié ce matin, cette nuit, en préparation de notre rendez-vous. Donc, on est à des PER de 31, c'est quand même encore un peu cher. Oui, bien sûr. Mais ça peut nous donner des opportunités. Et puis surtout, sur les actions européennes. Et sur les actions européennes, on a un CAC qui, sur un mois, a fait moins 9,5. Rappelons-nous que l'année dernière, il n'a rien fait, quasiment. Qu'il avait fortement progressé avant la crise douanière de M. Trump. Sur un mois, au 14 avril, on a moins 9,5. Et sur un an, je regarde l'Eurostock comme le CAC 40, on est seulement à moins 50. D'accord. Donc ça permet de relativiser. Relativisons. Éduquons nos clients à ne pas avoir un jugement déformé par le prisme de la cotation continue, comme je le disais. Et c'est intéressant, ça veut dire que sur un mois, si je prends l'exemple du CAC 40, on est à moins 9,5, on se dit oulala, mais là en fait je suis en train de perdre de la valeur. Mais si on est sur une stratégie long terme, ça veut dire que sur un an, bon, on est en négatif, on n'est pas en positif, mais ça reste beaucoup plus mesuré, c'est ce que vous nous dites. D'accord. Et l'horizon de gestion d'un portefeuille action, il n'est pas de 1 an. On est parti sur 4, 5, 6 ans. Donc d'un portefeuille obligataire avec une duration qui est faible, on est parti sur cette duration. Donc surtout quand c'est du buy and hold. Donc prenons en considération l'horizon de gestion, l'horizon de temps. Et puis revenons un peu aussi sur des valeurs qui sont délaissées, les small et mid par exemple. Small et mid, small et mid cap européenne, on a des PER qui sont aux alentours de 10. Oui. Alors que c'est des sociétés qui vont bénéficier de l'attrait
et de la volonté de l'Europe de réinvestir massivement dans notre industrie. Bien sûr. Il y a peut-être des opportunités à regarder sur des fonds small et mid cap. Donc ça, c'est un point sur lequel j'attire l'attention de mes clients investisseurs. C'est vrai que quand on parle d'investissement dans la défense, il y a les entreprises de la défense, puis il y a les fournisseurs des entreprises. Bien et sûr. les fournisseurs des entreprises, c'est pas effectivement à oublier. Dassault ne fait pas seul son Rafale. Bien sûr, c'est à garder en tête. Un autre sujet, Benoît Lombard, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, on parle beaucoup de produits structurés, notamment avec l'émergence de produits structurés à capital garanti à échéance, mais de manière globale, on parle beaucoup de produits structurés. Est-ce qu'avec plus de volatilité sur les marchés financiers comme on en connaît depuis un mois, ça remet en cause des stratégies produits structurés? Est-ce que c'est porteur pour les produits structurés ou au contraire, on se dit que attention, c'est peut-être un petit peu plus complexe de mettre en place ces stratégies? Les produits structurés sont des produits complexes. Donc tout est un peu possible de créer. Il est possible de créer tout à partir d'une obligation et puis d'un rendement qu'on va avoir au terme avec un zéro coupon. Et puis avec le delta, on s'amuse un peu avec ce qu'on veut. Bien sûr. De résumer au mieux ce qu'est un produit structuré. C'est un produit complexe. La volatilité est peut-être une source d'opportunité dans ce contexte-là. On peut aller chercher aussi, parce qu'on a cette volatilité, eh bien, des rendements et des appréciations de garantie en capital sur des échéances qui sont peut-être un peu plus courtes. Donc là, l'ingéniosité est au pouvoir pour essayer de créer des produits qui permettent à des clients de faire autre chose que de l'obligataire, de l'action, du private equity, des CPI aussi, on n'a pas parlé. Bien sûr, des fonds d'euros, de l'or. Bref, aujourd'hui, on a un univers d'investissement qui est si vaste qu'on est capable de pouvoir, avec le produit structuré, eh bien, couvrir tout ce spectre-là en ayant cherché un rendement qui nous paraît décorrélé aussi des marchés et des risques qui sous-tendent sur les marchés actions ou obligataires. Juste une chose, le pôle commun de l'AMF et de la CPR a remis un rapport récemment bien sur sûr. les produits structurés. Bien et dans sûr, ce rapport, il est bien spécifié et précisé que pour complexe qu'il soit, eh bien, il s'avère être plus prudent que ce qu'on peut imaginer classiquement et que ça rebat un peu là aussi les cartes de l'appréciation de ces produits complexes. Donc la volatilité sur les marchés financiers ne remet pas en cause une approche produit structuré aujourd'hui? Non, les structurés, c'est toujours pareil. Bien sûr, Diversifions. Une allocation d'actifs repose sur la diversification. On ne va pas être 100% de structuré, mais d'avoir une poche de 15, 20, 25, 30% parfois, eh ben, peut avoir du sens pour peu que, évidemment, il y ait une diversification au sein de ces véhicules de produits structurés logés au sein, par exemple, d'Amanda. Les stratégies sont différentes, les appréciations du risque sont différentes. Il y a un territoire d'investissement très vaste. Mais Benoît Lombard, quelle approche, quel état d'esprit finalement à la fin du premier trimestre 2025 dans le contexte qu'on connaît? État d'esprit, on sait qu'on est dans un monde incertain. Et ça, il faut aussi rentrer dans ces nouveaux principes qui gouvernent notre société et non seulement au niveau géopolitique, on a vu avec les États-Unis, qui quand même un pays libéral qui devient antilibéral. Oui, donc sûr. c'est quand même assez étonnant. On le voit avec la guerre qui s'éternise aussi. N'oublions pas que Trump avait dit que la guerre serait terminée entre l'Ukraine et la Russie dans les 3 semaines qui suivaient son mandat. C'est pas le cas. Oui. Donc on a un mode géopolitique incertain. On a des mouvements sur les marchés financiers qui sont extrêmement violents. Eh bien là encore, il faut prendre du recul et revenir à l'horizon de gestion, l'appétence au risque, la diversification. Plus on diversifie, moins on a de risques. Parce qu'en réalité, la volatilité ne se cumule pas. Elle s'annule avec la diversification. Ça, c'est un point aussi qui est très important et qu'on essaie d'expliquer à nos clients. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Benoît Lombard, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de Maison Laplace. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert, comme d'habitude, nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est la plus-value du conseil en gestion privée quand la boussole de l'investissement se dérègle, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Martins. Bonjour Vincent Martins. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur général de Wakerstone. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des marchés financiers qui suscitent, qui ont déjà des réactions fortes eux-mêmes et qui suscitent des réactions fortes. Est-ce que dans ce contexte, le conseil reprend du poil de la bête par rapport à il y a quelques mois? Alors je vais vous dire oui, et c'est fondamental aussi que le conseil reprenne sa place, pour une simple raison, c'est que on perd tout un tas de repères. Il y a beaucoup de biais cognitifs qui impactent une construction, une stratégie patrimoniale. Alors, soit on est au tout début d'une stratégie et on n'a pas de repères. D'accord, oui. C'est important en fait de se faire accompagner. Soit on est déjà sur quelque chose qu'on a mis en place
et qu'est-ce qui est en train de bouger. Et on se demande si c'est remis en cause ou non. Oui. Donc, je vais vous parler un petit peu d'une petite science. Daniel Kahneman, qui depuis les années 70 a parlé de science de la finance comportementale. D'accord. Ça se traduit tous les jours, et beaucoup plus en ce moment. On avait un biais qui était sur les marchés US, Nasdaq, avec une capitulation à la hausse. Oui, bien sûr. On était en novembre, c'était le moment le plus haut ou le plus convaincu. Et là, on est dans une défiance beaucoup plus forte. Alors attention, nous, on vient rééquilibrer tout ça avec nos clients. Le but, c'est de savoir sur quoi on part. Est-ce que les stratégies long terme sont remises en cause ou pas? Et alors, ce que vous dites, c'est que en fait, le conseil vient contrebalancer les biais émotionnels qu'on peut avoir quand on investit, c'est ça? Exactement. On vit dans une société de l'hyper-information, pour le meilleur, parfois pour le pire. D'accord. Le bon exemple, c'est qu'aujourd'hui, on est habitué à scroller, à aller de plus en plus vite. On le voit aussi sur un film d'action qui date d'il y a 20 ans. On s'ennuie beaucoup plus que des médias récents. C'est la même chose sur les marchés. Aujourd'hui, il y a une hypertension dans des périodes où les marchés sont fortement contractés. On a aussi des réactions au niveau États-Unis où ça bouge beaucoup. Bien sûr, et très vite. C'est très commenté et c'est d'autant plus déstabilisant. Donc on vient rajouter un curseur. C'est ce qu'on dit depuis le début. Trump ne modifiera pas la direction des marchés. En revanche, il va augmenter la volatilité. D'accord. Ok. Quand on est justement qu'on n'a pas de stratégie et qu'on se dit j'aimerais potentiellement faire un investissement immobilier ou aller sur les marchés financiers, mais d'un côté on me dit qu'il y a des opportunités, mais de l'autre il y a de la volatilité, donc je ne sais pas trop comment me positionner. Est-ce qu'il y a une méthode justement dans le conseil qui permet d'aller vers ce qui correspond le plus aux épargnants concernés? Je vous ai parlé des marchés. Je vais vous parler justement dans une stratégie de ce qu'on veut. D'accord. En fonction de son âge, des montants, de sa situation. Et il faut savoir que, là encore, le conseil ne va pas être le même pour une personne qui a 30 ans et qui veut se créer une retraite par rapport à une personne qui a un capital et qui veut le faire fructifier 30 ans plus tard. D'accord. Donc là-dessus, il y a une logique aussi où souvent les plus jeunes investisseurs sont très sensibles aux variations de marché, beaucoup plus. D'accord. Alors même qu'ils ont le temps. Exactement. Alors qu'ils ont le temps. Ce qu'on fait souvent, c'est que on vient aussi rassurer des investisseurs plus jeunes en faisant le cumul des flux qu'ils vont avoir pendant toute leur carrière. Souvent, ça dépasse le million. D'accord. Donc en réalité, vous avez 1 million de potentiel. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça va être plutôt pour avoir plus de patrimoine pour vous loger? Est-ce que c'est plus pour du financier? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et alors justement, si on vient sur... parce que là, vous nous parlez encore de biais quelque part, ou vous nous parlez encore d'idées reçues qu'on peut avoir qui empêchent d'agir ou d'investir correctement, si je comprends bien. Exactement. Il y a des réactions où on peut finalement, quand on est à l'aise dans un investissement, aller au bout de cet investissement sans revenir sur un bon équilibre. La diversification, c'est essentiel. D'accord. Combien de personnes achètent 1 bien, 2 biens, 3 biens dans un même immeuble, jusqu'à avoir tout l'immeuble, jusqu'à avoir toute la rue, mais ne plus avoir en fait de liquidité pour faire les travaux et entretenir tout ça. Le but de la construction de patrimoine, c'est pas finalement de vendre les biens qu'on a achetés parce que on n'a plus de liquidité, par exemple. Bien sûr. Ouais. Donc on fait tout ce travail-là de rééquilibrage pour nos clients. Merci beaucoup Vincent Martins d'être venu nous accompagner donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Wakerstone. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.